Du coup, je vais meubler pendant l'enchaînement. Comme on a pris un peu de retard, je crois qu'il y a un buffet après. Enfin, j'ai vu ça en arrivant, donc je pense qu'on a 1 heure. Moi, je suis assez pour que des questions puissent être posées par la salle. Donc, on va voir comment on se débrouille. Mais si vous avez des choses à dire, vous pouvez m'en faire part. Donc, moi, j'ai presque rien à faire ici, sachant que je ne suis pas du tout spécialiste de l'édition et pas du tout spécialiste de l'IA. En revanche, ça fait 15 ans que je travaille sur l'éducation, donc peut-être que ça explique quand même ma présence. C'est bien, il y a un enseignant qui est d'accord. Donc, je travaille depuis longtemps sur les problématiques éducatives et scolaires. C'est pas toujours la même chose, mais ça se recoupe quand même pas mal. Et aujourd'hui, cette question de l'IA monte extrêmement rapidement. Trop rapidement peut-être pour qu'on arrive à comprendre tout à fait ce qui se passe, mais on est là pour y réfléchir ensemble. Comment ça peut transformer l'école, cette entrée de l'IA dans la vie des élèves et dans la vie des professeurs. Et puis, est-ce que ça va transformer le rapport au savoir? À chaque fois qu'on en parle, il y a un petit truc qui vibre de crainte. Voilà, on a à la fois l'idée que ça peut ouvrir de grandes perspectives, mais aussi des craintes. Et je crois qu'elles sont assez liées à la rapidité du phénomène que les intervenants et intervenantes vont décrire beaucoup mieux que moi. Donc là, on va s'interroger sur les contenus pédagogiques qu'on peut proposer, que les éditeurs et éditrices peuvent proposer aujourd'hui. Comment on peut aussi, du côté de l'édition, avoir à la fois donné des garde-fous. On vient de parler des droits d'auteur, sur les contenus, leur qualité, et puis sur la manière de s'emparer de tout cela. Avant de commencer, alors je voudrais remercier Virginie Cleyssen, présidente de la commission numérique du syndicat national de l'édition, Renaud Lefebvre, et puis l'association des éditeurs d'éducation. C'est le livre scolaire. Voilà, c'est toute une histoire, c'est toute une dynamique autour, par exemple, des programmes scolaires, de la liberté autour de ces programmes scolaires. Ça aussi, c'est un bon sujet de débat, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas tout dire en même temps. Rapidement, mais je vais pas représenter les gens. Je pense que vous arrivez tous à lire, ça va les intitulés. Parce que, en fait, je ne veux pas prendre trop de temps, mais il faut quand même que je parle un peu au début. Ah oui, je ne me suis pas complètement présentée. Donc, Louise Touré, je suis journaliste, productrice d'une émission sur l'éducation qui passe sur France Culture. Je fais aussi un peu de presse écrite et des fois, j'écris des livres que vous pouvez vous procurer. Donc déjà, on va commencer par les dynamiques à l'œuvre. Il me semble qu'elles sont, voilà, très, très fortes et vous allez le dire peut-être mieux que moi. Je voulais commencer avec Axel Jean. Vous êtes chef du bureau du soutien de l'innovation numérique et de la recherche appliquée au ministère de l'Éducation. Et quand on a discuté tous les deux, vous me disiez, voilà, au départ, c'est un petit sujet sympathique. Ouais, l'IA, ça arrive comme ça. Et puis, c'est comme un mur. Je ne sais pas si ça doit être assimilé à un mur. En tout cas, ça se rapproche et les fondations tremblent. Mais quelles fondations ? Alors, je vous remercie déjà pour l'invitation. Donc, je suis ravi de pouvoir représenter la direction du numérique pour l'éducation. En effet, dans nos échanges, ce qu'on se disait, c'est que le sujet d'IA n'est pas nouveau. Vous le savez, c'est une science assez ancienne, mais quand même très jeune pour une science de 70 ans. Mais tout le monde a connu l'accélération du fait de la disponibilité et de l'impressionnante réussite et facilité d'utilisation des IA génératives, pour ne citer que lui, que le service de ChatGPT. Il se trouve que cette accélération a effectivement transféré à un sujet périphérique pour l'éducation qui était l'IA en éducation. On y travaillait déjà. Et là, tout d'un coup, ça devient au centre des préoccupations, tout simplement parce que l'IA générative irrigue, transforme, impacte tous les pans de la société. L'école étant évidemment concernée par la société, elle se retrouve elle-même questionnée sur cette relation au savoir, parce que nos élèves, nos jeunes publics ont ça à leur disposition, un téléphone dans lequel il y a de très grandes natures d'IA qui sont mobilisées, peuvent accéder à des savoirs pensés par d'autres, sans explication, sans médiation par un adulte, sans mise à distance et sans esprit critique. Donc il se trouve que les élèves sont extrêmement exposés à des services basés sur des IA génératives, les utilisent sans suffisamment les questionner, et de l'autre côté d'un petit muret, les professeurs questionnent beaucoup. Quand je dis les professeurs, c'est évidemment une simplification. L'institution scolaire, et plus on est élevé dans l'institution scolaire, plus on est prudent,
en se disant qu'on pourrait peut-être s'en passer, peut-être que c'est encore un effet de mode, et donc questionne beaucoup ces services-là, sans suffisamment aborder, je crois, d'après moi, et sans suffisamment former et les professeurs pour qu'ils soient opérationnels auprès des élèves, pour aiguiser leur esprit critique, pour en faire des citoyens éclairés, qui fassent des choix éclairés. Le précédent intervenant indiquait le terme de consommateur, tout à fait possible dans une société démocratique comme la nôtre. L'école exige une surcouche de citoyens. Donc, pour l'instant, 95% de modèles pensés par des Californiens centrés projettent auprès de tous nos publics, de manière gratuite en apparence, mais avec des vrais choix de société derrière, des services sur lesquels on n'adresse que des consommateurs. Il est urgent qu'en France, à l'école et en Europe, on ne soit pas que sur un mode défensif, mais qu'on arme intellectuellement le jeune public pour qu'il puisse prendre des décisions éclairées, tout simplement. C'est vraiment ça l'enjeu. Donc c'est complexe, c'est urgent, et je coupe tout de suite l'herbe sous le pied à une question de la révolution industrielle. On en a connu d'autres, oui c'est vrai, mais la précédente s'est faite en 20 ans. En 20 ans, un ministère a le temps d'être efficace. En 3-4 ans, on est moins armé, moins équipé. Donc un ministère et évidemment des institutions comme les vôtres doivent enclencher et accompagner dans une période de grande incertitude ce qui est en train de se produire sous nos yeux, et pour une fois qu'on ne soit pas juste des spectateurs de décisions qui sont prises et à l'ouest et à l'est. Des spectateurs ou des victimes, on ne sait pas. En tout cas, ouais, j'ai l'impression que je vous enlève un peu un mot de la bouche, mais si vous avez répondu à cette question qu'on se pose sur l'accélération, j'en ai parlé tout de suite. Donc deux grandes questions, moi, que je trouve assez passionnantes du point de vue social, sociétal et évidemment scolaire, celle du statut de la production intellectuelle des élèves. Qu'est-ce qu'on va leur demander, sachant que eux, ce qu'ils veulent, c'est correspondre à répondre à vraiment la consigne. Et la consigne, c'est de faire le meilleur travail possible. Si c'est l'IA qui le produit, on voit bien qu'il y a une mécompréhension de la part des élèves de la vraie demande de l'école qu'il faut peut-être éclaircir. Et puis, de l'autre côté, le statut de l'écrit. Parce que les IA génératives, on parle beaucoup de l'écrit. Et produire de l'écrit, ça a été longtemps aussi, faire produire de l'écrit, la mission de l'école. Alors, Oriane Ledroit, dans les EdTech, on doit se poser beaucoup de questions. Puis, finalement, cette injonction paradoxale de dire oui, il faut y aller. Mais attention, prudence. Elle doit beaucoup vous occuper l'esprit des développeurs et des... Comment on dit au féminin, développeurs ? Développeuses. J'avais peur de me tromper. Des développeuses des EdTech, donc des technologies de l'éducation numérique. Oui, tout à fait. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. EdTech France, c'est l'association qui regroupe les entreprises françaises. Je le précise parce qu'Axel disait bien qu'il y avait un enjeu de souveraineté. Les entreprises françaises qui mobilisent les technologies sur l'éducation et la formation, ça va de un logiciel pour apprendre à lire jusqu'à des plateformes qui vous permettent de vous former à distance quand vous êtes un adulte en reconversion. Aujourd'hui, il y a deux sujets pour nous qui sont importants. Et la grille intellectuelle, en tout cas celle que moi j'utilise pour justement travailler sur ces questions-là et défendre aussi un certain nombre de solutions françaises qui existent en la matière, c'est la grille de lecture de la philosophie des techniques qu'on connaît depuis des années. Et d'ailleurs, on est plutôt bon en France à avoir pensé le rapport à la technique, qui est qu'en fait, toute technologie emporte à la fois des promesses, à la fois des opportunités, mais aussi des risques, des dangers. Sans doute que le nœud pour résoudre ce problème à la fois des opportunités et des dangers, des risques, voire des fractures, c'est la question de l'éducation. Et donc nous, ce qu'on défend, ce qu'on porte, c'est à la fois une éducation au numérique, c'est ce que Axel disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, on ne peut plus faire sans le fait que, et notamment à l'école, il y ait un travail d'accompagnement à la compréhension de ce que c'est que techniquement un algorithme, de ce que c'est que ce sont techniquement des données, y compris des données personnelles, comment on recherche une information, comment on vérifie une information, etc. Tout ce qu'on appelle les cultures numériques qui sont travaillées déjà depuis des années, et l'IA générative accélère encore plus fortement cet enjeu de se former et de se questionner pour des usages qui sont critiques, qui sont distanciés.
mais aussi une éducation par le numérique. On pourra sans doute y revenir, mais aujourd'hui, alors, toute technologie ne se suffit pas à elle-même, ça c'est certain. Il y a des conditions d'appropriation des technologies. La formation des enseignants en est une, c'est pas la seule. Toute technologie ne fonctionne pas, c'est-à-dire que, je le dis assez directement, moi j'ai dans mon association des entreprises qui produisent, qui développent des solutions sans avoir pensé à adresser un besoin, qui sont pas forcément des bonnes solutions et donc qui ne fonctionneront pas. Mais c'est finalement la force de cette économie de marché dans lequel on vit et cette vitalité entrepreneuriale qu'on peut saluer. Donc toute technologie, elle ne fonctionnera pas, mais par contre, quand elle fonctionne et quand notamment parce qu'elle fait la preuve de son utilité en lien avec des recherches, des chercheurs, des évaluations, etc., bah, nous, on considère qu'il faut l'utiliser à l'école parce que l'utilisation des technologies éducatives, alors c'est pas des chats GPT, hein, c'est des outils qui vont nous permettre d'apprendre à lire, qui vont nous aider les enseignants à interagir avec l'élève, et on sait que ça produit un ancrage mémoriel qui va être plus fort, une forme de confiance en soi aussi qui va être plus forte et donc qui va être utile à l'apprentissage. Ces technologies-là, elles doivent pouvoir être disponibles et finalement, une éducation aussi au numérique passe par une éducation par le numérique parce que c'est en utilisant des technologies qu'on s'en fait aussi maître et possesseur. Ça pose tellement de questions de chronologie en fait sur à la fois des technologies, donc on l'a dit, qui vont très vite, en même temps la possibilité pour l'école de s'y adapter, offrir des formations aux enseignants, ça se fait vraiment pas d'un claquement de doigts, d'autant que c'est aussi un sujet sur lequel on pourrait débattre ici, mais dans un autre cadre, avec d'autres personnes, mais qui est très épineux pour l'éducation nationale. Donc là, on voit que ça va prendre plus de temps pour aussi discuter de programmes éventuels. L'éducation aux médias, ça fait longtemps que ça existe, mais comment est-ce qu'elle peut changer ? En fait, cette question du temps aussi, c'est celle de la production des contenus. Je pense que les éditeurs d'éducation se la posent. Je me tourne subtilement vers vous, du coup, Florence Combla, sur comment on repense l'offre. Est-ce qu'il faut aller hyper vite, d'ailleurs ? C'est une vraie question que j'ai envie de vous poser dans une phase, et j'ai bien aimé ce terme quand on a discuté ensemble, de Far West. Alors, en plus, c'est un petit peu comme ça, incertain comme moment. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, moi, je voudrais rappeler d'abord la mission des éditeurs scolaires, qui est de proposer des contenus fiables, conformes au programme, éthiques, vérifiés, adaptés, conçus par des experts qui sont eux-mêmes enseignants. Donc ça ne se fait pas en 3 secondes. Non, on pas peut du faire tout. Ça relativement rapidement. Et justement, dans ce contexte où tout va extrêmement vite, le fait de disposer d'outils comme les manuels scolaires, comme tous les contenus, les ressources, d'ailleurs manuels scolaires imprimés ou numériques, qui restent une référence pour les enseignants, les élèves, les parents, c'est important. En tant qu'éditeur, nos contenus ne sont pas uniquement destinés à devenir des sources de données qui entraîneraient les moteurs de recherche. Tout en bas de la pyramide que nous a montré tout à l'heure Marion Carré. Non, en tant qu'éditeur, on va déjà se former, s'approprier ces technologies, ça c'est important. On va en comprendre les limites et on va aller, et ça aussi ça a été montré tout à l'heure, vers une hybridation qui nous semble intéressante entre l'imprimé, le numérique, et le numérique maintenant augmenté de l'intelligence artificielle, parce que, on l'a aussi dit tout à l'heure, c'est une véritable opportunité pour tout ce qui relève de l'accessibilité. Vous pouvez essayer de nous donner un exemple de ce qui pourrait être comme ça proposé à... Alors, très simplement, aujourd'hui, dans les manuels numériques et papier des éditeurs, on trouve de très nombreux QR codes, on l'a vu tout à l'heure, qui proposent aux élèves d'aller compléter une expérience de lecture par de l'interactivité. Et donc ça, c'est une formidable opportunité pour aller proposer des contenus adaptés
à différents types de handicap pour proposer de la description d'images, tout un tas voilà, on a là des opportunités. On l'a dit tout à l'heure, transformer ces contenus, c'est long, c'est difficile, et l'IA, justement, peut nous aider à le faire, nous aider à proposer finalement des choses qui aujourd'hui sont presque inaccessibles. Voilà. Donc ça c'est la base de la réflexion d'un éditeur, me semble-t-il, aujourd'hui. Et ensuite, notre rôle, ça a toujours été d'être aux côtés des enseignants, de les aider à enseigner, tout simplement, enfin, à présenter. Et l'humain avec l'intelligence artificielle reste au centre. L'enseignant, il ne va pas être remplacé. Et notre rôle auprès des enseignants, ça va être aussi de leur permettre de développer de nouvelles compétences chez les élèves, qui seront les compétences exigées demain pour exercer un emploi, tout simplement. Comme par exemple, bien sûr, la créativité, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, tout ce qu'on va pouvoir faire en hybridant notre imagination avec les apports des intelligences artificielles. La pensée critique, évidemment, mais pensée critique qui suppose qu'on sait lire, écrire, compter, qu'on a appris à distinguer le vrai du faux à l'heure des fausses vidéos, des fausses images. Donc c'est toute une éducation. On en parle peu, mais la littératie technologique, le fait d'avoir des compétences pour utiliser de manière efficace les outils, c'est un des enjeux aujourd'hui aussi des futurs emplois, des futures compétences. La curiosité, l'apprentissage en continu, c'est très important. Il faut être prêt à apprendre tout au long de sa vie. On l'a vu, là, ça va très très vite. Si on ne se tient pas au courant, d'une semaine sur l'autre, parfois, on peut découvrir des choses. Une anecdote tout à l'heure a été évoquée, l'avion de Napoléon. J'ai fait le test sur ChatGPT en réel. ChatGPT dit « c'est impossible que Napoléon ait eu un avion préféré puisque l'avion n'existait pas du temps de Napoléon ». Donc on voit qu'entre le moment des premières expériences qui montraient que l'IA était vraiment très bête, au passage l'IA elle ne sait rien, c'est vraiment un outil statistique. Donc elle n'est pas bête, elle produit des statistiques et des probabilités de réponse. Et maintenant, on a déjà une évolution, il y a déjà des corrections qui ont été apportées à tous les biais qu'on a pu constater lors des premiers tests. Voilà. Et puis dernière compétence, et puis après je peux passer la parole, évidemment la résilience, la flexibilité, la capacité à s'adapter en permanence. Donc tout ça, ce sont les compétences dont devront disposer demain et les jeunes, enfin les personnes qui vont, les citoyens, et l'école a un rôle très important à travers les enseignants pour former ces futurs citoyens. Très important, et en même temps, ce qu'on voit bien, c'est qu'on n'a pas vraiment réussi à développer massivement ces compétences et ce regard critique chez les élèves avec ce qu'on avait déjà sous la main depuis longtemps, c'est-à-dire les moteurs de recherche. Et alors, bien sûr, beaucoup d'élèves ont de l'esprit critique, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué pour les enseignants de faire comprendre ça à des élèves qui, s'ils sont, oui, des digital natives dans le sens où ils ont grandi avec cette technologie, ne sont pas particulièrement plus compétents peut-être que nous, et ça fait vraiment consensus pour tous les experts et tous ceux qui s'intéressent un peu au sujet. Rémi Janin, bon, donc vous êtes enseignant et vous vous interrogez aussi, alors pas seulement sur l'IA, les effets qu'elle peut produire, mais sur le hiatus qu'il y a entre, je suis désolée, Axel Jean, mais sur ce que pour l'instant propose l'institution, ce qu'on vous dit de faire, et on est beaucoup sur l'adaptation des exercices, la singularisation des propositions qu'on peut faire aux élèves pour que voilà, tout le monde progresse, c'est plutôt bien, mais ça paraît assez limité par rapport à ce que peuvent faire. Est-ce que les enseignants, et ça a été beaucoup le cas pour les nouvelles technologies, ont un coup d'avance ? Alors je précise les enseignants, peut-être pas tous. D'où je parle. Je n'ai pas un poste d'observation absolue sur tout le système éducatif. Moi, j'ai été longtemps enseignant en lycée. Maintenant, je suis prof en prépa, mais je dirige une collection de manuels aussi pour Hachette, en sciences économiques et sociales. Et donc, j'ai beaucoup de contacts avec les profs de lycée aussi, là où j'enseigne. Et ce qu'on voit, c'est vrai qu'il y a
un écart assez important que nous, on doit interroger en permanence quand on fait des contenus, quand on fait des livres, qu'ils soient papier ou numérique, c'est qu'est-ce qui se passe dans la classe, quelle est la situation en fait, dans laquelle on l'utilise, parce que ces outils-là ne sont pas utilisés hors sol, ils sont utilisés par des humains qui sont soit... Alors, est-ce qu'il y a un enseignant, est-ce qu'il y a un contexte pédagogique, ou est-ce que c'est un outil qu'on utilise seul ou pas? Et c'est vrai qu'il y a un écart assez important, on voit, entre certains outils qu'on voit apparaître et les possibilités d'utilisation, parce qu'il faut bien voir que qu'est-ce que c'est qu'une salle de classe? Une salle de classe, c'est des bureaux et des chaises. D'accord, c'est évident pour tout le monde, d'accord, mais ça n'a pas changé en fait. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas de prise de courant. Donc ça veut dire qu'on dispose de terminaux numériques parfois qui sont fournis par les régions pour lire soi-disant les manuels numériques. Mais en fait, les manuels numériques ne sont pas utilisés. Il faut le dire. Ils ne sont pas utilisés parce qu'il n'y a personne qui a son terminal numérique avec la batterie à 100% en fin de journée, par exemple, etc., etc. Et donc ces écarts-là, dont j'imagine que vous avez parfaitement conscience, en fait, ils existent aussi quand on voit certains outils qui sont développés. Alors je prends un exemple, par exemple là il y a eu un outil qui a été développé, dont on parlera peut-être, Mia Seconde, c'est ça, sur un outil adaptatif en seconde pour faire des mathématiques et des lettres. Décrivez-le bien, comme ça on se figure, enfin mieux, plus longtemps. C'est un outil en fait qui permet de l'apprentissage adaptatif. C'est-à-dire qui permet en fait, avec une batterie d'exercices assez importante, qui a été conçue par des humains, bien sûr, par des enseignants, bien sûr, et qui permet en fait, avec un test d'évaluation au départ, de repérer un petit peu à la fois sûrement des compétences et peut-être des appétences. Alors il faut regarder parce que je ne l'ai pas testé, vous m'en parlerez mieux que moi, mais de définir un profil un peu personnalisé et en fonction des réussites ou pas. Alors moi j'aime bien cette idée quand même de placer les apprenants dans des situations d'apprentissage où ils sont en mode de réussite, où à chaque fois en fait on essaie que les objectifs soient atteignables pour eux et de les emmener vers quelque chose qui est un peu meilleur. Mais c'est vrai que les retours d'expérience que moi j'ai eu de côté, qui sont très très limités, moi j'ai pas fait d'enquête, mais du côté des professeurs de mathématiques et pas des profs, c'est que les exercices sont quand même assez répétitifs. Et donc la variabilité, donc si c'est prévu pour que ça soit fait par un élève seul devant son écran chez lui, s'il a des parents profs, oui, il va le faire. On sait bien qu'il y a des contextes sociaux aussi, des sociologiques qui vont faire qu'on va pousser certains vers des ressources pédagogiques. Moi, je suis prof. Moi, mes enfants, ils font Duolingo, par exemple, sur les langues, etc. etc. Mais ce n'est pas tous les contextes. Est-ce que c'est pensé pour une utilisation en classe? Alors, c'est vrai que ça peut être utilisé en classe, mais quelle est la disponibilité qu'on a de salles dans lesquelles on peut faire ça véritablement? Et avec quel type d'outils? En fait, ce n'est pas toujours... Donc, est-ce qu'on peut... Je vais au bout de ma question. Est-ce qu'on peut être plus créatif et est-ce qu'on peut utiliser des outils d'IA pour un enseignement plus incarné, donc peut-être toujours adapté, plus individuellement aux élèves, mais aussi qui n'enlève pas ce rapport très important et je pense souvent très porteur de la personne qui enseigne, c'est-à-dire genre vous, et des élèves, et aussi les élèves entre eux. C'est très important ce qui se passe dans une classe. Le point essentiel, puis après vous compléterez sûrement sur Mia Seconde, je pense que c'est un test qui démarre vraiment à grande échelle, et donc voilà, et avec un bilan qui va être fait, donc, mais c'est super de l'avoir fait. Nous, en fait, on essaie, moi j'utilise l'IA, parce que c'est fondamental, c'est l'éducation aux médias. On avait, dans les générations précédentes, c'était l'éducation au moteur de recherche, etc. Maintenant, ils utilisent l'IA, et massivement, en fait. On sait que ça change. On sait que l'IA, c'est à la fois, je reprends des choses que vous avez dans votre rapport, c'est soutien à l'enseignant. Ça nous aide à faire certaines tâches de manière plus rapide. J'ai des profs de maths qui m'expliquent que, par exemple, ils mettent un devoir et ils peuvent avoir, par exemple, le devoir sous Word. Il est converti en LaTeX, qui est le logiciel qu'ils utilisent, et bim. Et donc, ils gagnent énormément de temps. Et donc, c'est bien présenté, c'est super. Puis, ils peuvent avoir les solutions aussi, etc. Et puis, soutien aux apprenants, parce que moi, j'ai développé, par exemple, un bot où j'ai mis 20 ans de cours. Tous mes cours actualisés, etc. Et ils peuvent en fait me poser des questions à distance quelque part. Mais par contre, on a travaillé dessus en classe parce que dans les anciennes versions de ChatGPT, moi je ne parle pas d'hallucination, je parle d'erreur. Il ne faut pas humaniser l'intelligence artificielle. On parle d'erreur véritablement. C'est pas la première fois que j'entends ça. C'est vrai que le mot hallucination, il gêne beaucoup de monde parce que on a l'impression qu'on cherche un peu à nous refiler l'idée que l'IA pense alors que non, évidemment, comme on l'a dit. Donc, erreur, tout simplement.
Moi, j'aime beaucoup, donc, quand on avait parlé au téléphone, Emily Bender, il y a une linguiste là, qui a fait une interview dans Le Monde il n'y a pas longtemps, qui parle de perroquet stochastique. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience de ça. Nous, on cherche à lutter contre cette attitude qui serait de répéter sans comprendre. Mais l'IA répète sans comprendre. Et donc, nous, on doit... C'est drôle parce que c'est parfois ce que les élèves ont l'impression qu'on leur demande. Hein, mais bon. Mais non, justement, on doit apprendre à réfléchir. Et donc, il faut pousser en classe l'IA jusqu'à l'erreur pour leur montrer justement les limites de l'IA. Et moi, je pense qu'il faut faire l'apprentissage de l'IA par l'erreur. Voilà. Vous avez le temps de faire ça? Mais tout le monde le fait. Il faut le prendre. Oui. Voilà. C'est aussi une question, hein, toujours le temps. C'est-à-dire que là, je veux bien prolonger. En fait, vous avez posé la question, est-ce qu'on peut faire ça? En fait, c'est pas forcément une bonne question. L'enseignant doit aborder ces sujets-là, même si l'institution ne lui a pas encore dit ou n'a pas mis à jour les programmes. C'est complexe. J'insiste sur ce point-là. Nous ne sommes pas armés, habitués, on n'a pas documenté comment on doit réagir en cas de révolution industrielle de ce type-là, avec cette violence-là, parce qu'elle va être très courte. Donc, heureusement que les enseignants anticipent et prennent un temps, parce que c'est quelque chose qui est prioritaire. Et surtout, je réponds à un point très clair. Si ça n'est pas pris sur le temps scolaire, qui le fera? La réponse, personne. Pas les parents, pas d'autres institutions. Et par contre, en permanence, nos enfants, en situation d'élèves, sont bombardés de services pensés par d'autres, avec une intention qui n'est pas celle d'élever leur niveau intellectuel, soyons très très clairs. Et donc, il y a un enjeu pour maintenant et tout de suite. Donc, heureusement que les professeurs s'en emparent. Je voulais revenir sur un point qui est quand même crucial. Il n'y a pas d'opposition entre le numérique, les IA génératives et la culture autour d'un livre. Vous l'avez dit, le livre a une spécificité qui est de proposer un document de référence. Ce qui n'est jamais le cas d'une publication, d'une création, d'un outil basé sur une IA générative. Je pose le même prompt à deux moments différents, où on est deux à poser le même prompt à deux objets différents, je n'ai pas la même réponse. Ça n'est pas un objet de référence. J'ouvre mon manuel, page 48, sur un programme d'histoire, de géométrie ou de grammaire. J'ai une même référence parce que des humains ont pensé ce qu'était un chemin complexe d'apprentissage pour des élèves de 7 ans ou de 15 ans. Et ils ont construit quelque chose pour des humains, entre humains. Ça signifie que c'est aussi une révolution dans le rapport au texte. Et moi, c'est vraiment la question qui me traverse le plus. C'est-à-dire qu'on aura un statut de texte fixe, donc édité, voilà, pas changé en livre avec des pages. Et on pourra consulter la page 42. Et un statut de texte en évolution, suivant la question qu'on a posée et la réponse qu'on cherche. Le problème, comme le précédent intervenant le signalait, c'est qu'on a des IA génératives qui sursaturent l'espace médiatique et l'espace culturel de nos jeunes élèves, et pas que des jeunes élèves d'ailleurs. Donc en fait, les livres sont moins nombreux que les productions actuelles par les robots. À peu près 50% de ce qui circule sur Internet actuellement est produit par des robots qui ont parcouru et dépouillé plein de contenus et qui régénèrent quelque chose. C'est-à-dire que là, le principal auteur sur Internet actuellement, ce sont des robots. Donc le problème, il est massif devant nous si on ne régule pas ça. Parce qu'avant, ils parcouraient les contenus en vous dépouillant, pour les gens qui sont dans la salle, sans rendre compte à personne, sans expliquer ce qu'ils faisaient, pourquoi ils le faisaient, etc. Mais là, on est dans l'étape où on va réentraîner les modèles à partir de plus de 50% des contenus qui ont été créés par des robots. Vous voyez le drame ou pas là? C'est-à-dire que là, on est face à nous-mêmes avec des robots qui parlent à des robots et des humains qui, de temps en temps, liront des choses. On peut peut-être les laisser tout seuls. Bon, alors... C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment effectivement qu'on pose à l'école le fait qu'il est important d'avoir des manuels scolaires parce que des humains ont pensé ce qu'était la complexité d'apprendre quand on a tel âge pour tel enseignement. C'est stable et c'est un commun partagé. Or, le numérique va générer beaucoup de bruit avec peu de choses en commun et donc pas de culture et donc pas de société dans la durée. Il faut qu'on soit très très prudent à équiper nos élèves d'arguments de référence pensés par des humains pour des humains. Et j'inverse un peu le point. Souvent on dit, ça a été dit précédemment par les intervenants, il faut qu'on puisse taguer, de dire, mettre un petit tag, une petite balise en disant cela doit respecter d'un droit, en fait, respecter un certain droit. En fait, ça ne suffira pas de dire cela a été créé par une intelligence artificielle. La richesse sera de dire cela a été créé par des humains pour des humains. Bientôt, on inversera les choses et on dira je vous garantis que ce manuel a été créé que par des humains. Et ça aura une valeur. Vous vouliez réagir donc réagir sur deux points. Le premier, c'est que dans le contexte de la diffusion des IA et notamment génératives, en fait, on a presque un basculement du rôle de l'école entre un lieu où on devait apprendre à répondre à des questions
à un lieu où en fait, l'école devient presque un lieu où on doit apprendre à poser la question. Et ça, c'est quasiment une révolution ontologique pour l'école, pour les enseignants, mais pour l'institution même et son rôle dans la démocratie, dans la citoyenneté, etc. Même si ça a toujours été le cas, mais c'est vrai qu'il y a une vraie modification de la posture et des attentes. Et un deuxième point, parce que là, on parle de manière indifférenciée des IA génératives et des ressources numériques pédagogiques. Or, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc, on a, pour beaucoup d'entre nous, et les plus jeunes d'ailleurs l'ont aussi, des usages qui sont autour de ChatGPT ou équivalents. Donc ça, c'est vraiment les IA génératives qui sont pas conçus comme des outils d'apprentissage, qui sont conçus comme des outils d'accès à de l'information, hein, pas au savoir, parce qu'il y a vraiment une différence entre l'information et le savoir, qui sont conçus sur des modèles technologiques souvent, en effet, pensés aux États-Unis, avec des modèles de monétisation de la donnée, de captation de l'attention, etc. Et on a des ressources, que ce soit des ressources qui sont pensées par des éditeurs de manuels scolaires, mais aussi des ressources qui sont pensées par des nouvelles entreprises qui sont dites de la EdTech, qui en fait, elles vont souvent d'ailleurs, c'est des anciens enseignants, d'ailleurs finalement vous êtes aussi une EdTech avec votre bot, qui elles sont pensées, qui vont en fait capter ce que les technologies, notamment l'IA, et pas forcément générative, parce que vous parliez de millisecondes, c'est de l'IA prédictive. C'est un art de décision, pour la faire un peu courte. Donc l'IA générative ou l'IA prédictive, mais qui vont aller essayer d'utiliser ce que permet, parce que la réalité, c'est qu'elle permet beaucoup de choses que un enseignant, par exemple, face à une classe de 30 élèves avec des profils qui sont complètement différents. Il n'y a pas un élève qui apprend au même rythme, qui comprend la même chose quand on dit, voilà, qui est dans des mêmes situations, même familiales, etc. Donc, en fait, un prof avec 30 élèves est face à des besoins qui sont très spécifiques que l'IA intégrée dans des ressources pédagogiques peut arriver à adresser. Vous parliez tout à l'heure de ce qu'on appelle la différenciation pédagogique, c'est-à-dire être capable de proposer sur un certain temps, et c'est clairement pas de mettre un enfant face à un écran toute la journée pour les maths, la lecture, etc., mais sur un temps donné, de permettre à des enfants qui sont un peu en avance, par exemple, pour apprendre à lire, d'aller sur leur tablette pour 20 minutes et de faire des exercices d'apprentissage de la lecture qui sont adaptés à leur niveau, et par contre que l'enseignant puisse se concentrer sur ceux qui sont un peu plus en difficulté, ou par exemple d'aider les enseignants, vous parliez sur la transposition entre un document Word, etc., mais de créer de l'interactivité en étant capable de générer des quiz interactifs, etc., à partir d'un document PDF qui est le document du cours, donc le document de référence d'un enseignant. Ça, c'est les forces de l'IA. Et aujourd'hui, on a une panoplie de solutions. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur ce secteur-là. Il y en a peut-être une dizaine ou une quinzaine qui sont vraiment de référence, c'est-à-dire qui ont fait leurs preuves, d'ailleurs dans des liens avec l'éducation nationale, dans des expérimentations à l'école, dans des retours avec les enseignants, dans des suivis par les académies, par les laboratoires de recherche. Et ça, en fait, c'est une des forces que l'IA peut, une des opportunités que l'IA offre à l'école, et on aurait tort de s'en priver parce que on est vigilant ou on a peur de l'IA générative de ChatGPT. En même temps, ça pose plein de questions sur les dynamiques de classe et de groupe, parce que c'est aussi un savoir-faire des enseignants que parfois de s'appuyer sur ces dynamiques. Vous vouliez rebondir sur un point? J'ai plein de questions. En fait, les services basés sur IA doivent assister les professeurs. Jamais tenter de s'y substituer, c'est pas le cas. Il y a un expert pédagogique dans la classe, nul doute là-dessus, c'est le professeur. Apprendre, c'est très complexe et ça ne peut pas être juste le feedback ou le retour ou le résultat de quelle que soit l'action, l'activité, l'exercice qu'on aurait proposé. Ça ne suffirait jamais. Donc en gros, l'IA, elle tient 3 grandes promesses. Travailler au bon niveau, la zone proximale de développement de Vygotsky que vous connaissez tous, travailler au bon moment, les rappels expansés dans le temps de Bingos, des très vieux travaux de plus de 150 ans, et permettre aux professeurs de le décharger de regroupement dynamique des élèves suivant leurs besoins après chaque activité. Donc ce sont des vieilles promesses que l'IA peut tenir, à condition que le prof reste toujours dans la boucle de décision et que ce soit toujours sous contrôle. Et en étant à la direction du numérique pour l'éducation, je redis régulièrement la chose suivante: en aucun cas 100% d'un apprentissage ou d'une évaluation ne doit reposer sur un service basé sur du numérique, parce que apprendre c'est compliqué, et un élève peut échouer à une situation d'un examen de géométrie
parce que les parents se sont battus la veille, parce qu'il n'a pas mangé le matin, et ça, seul l'humain le repérera, jamais un système d'IA. Un petit point quand même important qu'on doit garder en tête pour nous, sur les IA, vous avez dit modèle statistique, effectivement, le perroquet statistique, stochastique, pardon. En fait, il y a langage massif, mais il n'y a pas de pensée. Cependant, des gens font des choix de programmation des programmes, choisissent de piller et d'entraîner leur modèle sans rendre de compte à personne, de ne pas expliquer leurs algorithmes, de conserver bien fermé leur boîte noire et de ne rendre compte à personne. Et là, il y a des choix. Quand je demande sur les grands modèles de traduire a nurse and a doctor, il va traduire par une infirmière et un docteur. Pourquoi ? Parce qu'on a 50 ans, on est blanc, on est en Californie et on ne rend compte à personne. Quand je demande quelle est la couleur préférée des humains, l'IA américaine me répond le bleu. C'est inadmissible qu'il réponde ça. Il devrait répondre d'un modèle statistique. En Asie, ce sera plutôt ça, en Europe, ce serait plutôt ça, en Afrique, ce serait plutôt ça. Et quand on est sur un modèle statistique, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'écart à la moyenne. Est-ce que ça nous fait rêver de se dire qu'on a une moyenne, une sorte de mainstream pensée et projetée sur le reste du monde ? Ça questionne vraiment beaucoup. Et enfin, comme je sais que je voulais tenir vraiment particulièrement à dire ça aux éditeurs qui sont dans la salle, en fait, qui décide d'entraîner des modèles sur quelque chose qui a été numérisé ? À quel titre on éteint tout ce qui n'a pas été numérisé pour projeter notre représentation d'un monde et de la culture ? C'est une catastrophe qu'on tolère ce genre de choses. Et la catastrophe au niveau d'un continent aussi riche culturellement que le nôtre en Europe, aussi armé scientifiquement et aussi riche financièrement pour faire ces modèles, devrait nous inciter à relire ce qu'a préconisé Draghi et de se bouger sérieusement pour proposer des alternatives. Parce qu'il y a eu un rapport de Mario Draghi, comme vous allez vite. Parce que tout le monde dans la salle a dû voir. Régulation, c'est important. L'Europe est la championne de la régulation. On sait faire, nul doute sur le fait qu'on saura faire des lois. Ce qui serait pas mal, c'est qu'un jour, on tienne une balance à l'équilibre avec suffisamment d'innovation, avec des partenariats intelligents avec des éditeurs et des fournisseurs de contenu. On pourrait entraîner notre propre modèle et projeter notre représentation avec nos biais. Mais ce que je vois, c'est que l'école et l'enseignant en particulier est quand même donc détentrice et détenteur pour l'enseignant du sens des apprentissages, de pourquoi on est en train de faire ce qu'on fait. Et ça, l'IA, elle ne peut pas le dire. On a dit que c'était des perroquets numériques. Donc, ça oblige aussi à repréciser. Alors, c'est peut-être plus facile en prépa, Rémi Jardin, parce que les élèves commencent à savoir sérieusement pourquoi ils sont là. Hein, ils ont été sélectionnés. Mais au lycée et plus encore au collège, on a besoin que des enseignants soient porteurs de ce sens. Et on sait déjà combien beaucoup d'élèves ont du mal à s'approprier le but de l'école et des apprentissages. Donc, il y a quelque chose de très appauvrissant. Est-ce que vous avez peur que trop d'IA, et trop tôt, parce que je pense qu'il faut parler des paliers d'âge, fasse perdre de vue ce sens? Je crois que personne ici va prétendre qu'on va remplacer les profs par de l'IA, ça c'est sûr. Donc moi non plus. Voilà. Et que la part... On est d'accord. Alors, c'est vrai que la vraie difficulté qu'on a, c'est à la fois, moi je suis persuadé de la nécessité en fait d'introduire de l'IA pour avoir cette dimension critique, véritablement, c'est ça, hein, c'est le levier, pour sortir en fait d'un peu de cette opposition qu'il y a entre d'un côté les catastrophistes et de l'autre les accélérationnistes, ceux qui pensent qu'il faut aller toujours plus loin. En fait non, il faut voir les limites de ces outils-là pour les utiliser. Et on parlait de comment en fait les élèves vont devenir des futurs adultes, acteurs, citoyens, travailleurs, etc. Mais je mets citoyens en premier, mais travailleurs après, etc. Il faut qu'ils soient complémentaires de l'IA et pas substituables. Ça, je parle parce que je suis économiste. Voilà. Et il y a une complémentarité à trouver. Et donc là, c'est vrai qu'il y a plein de choses que l'IA ne sait pas faire. Par contre, il y a des choses qu'elle sait faire. C'est que moi, je voyais, on parlait par exemple sur certains projets. En fait, on peut avoir ça peut être un véritable accélérateur pédagogique. On parlait au téléphone dans un lycée professionnel, par exemple, ils ont fait un court-métrage sur le changement climatique et en fait, à partir d'un texte, ils ont généré un court-métrage en l'image de manga. C'est quelque chose qui est très valorisant pour ces élèves de lycée professionnel qui vont voir et à la fin, ils ont inventé un scénario qui donne lieu à des images et véritablement qui porte un propos et qui est validé par des humains, par des professeurs, des scientifiques, etc. Donc je pense qu'il faut, et du côté de l'enseignement, la difficulté, c'est qu'on a une institution qui est quand même percutée par un manque de moyens assez important, d'accord ?
avec donc des injonctions contradictoires. Vous allez me dire c'est un peu partout, mais donc entre il faut du numérique, mais donc on a des outils, mais on n'a pas les prises. On a des manuels numériques, mais bon ben voilà, ils n'ont pas les moyens de le regarder. Demandez prenez page 48, votre manuel, c'est plus possible. Dans plein de régions, c'est pas possible, d'accord. Je vous le dis, en tout cas à Berlioz, à Vincennes, c'est pas possible. Et vraiment avec des difficultés. Et dans l'Est aussi, parfois c'est difficile. Et donc la profession des enseignants, vous savez qu'elle est déstabilisée, et les enseignants, on dit qu'ils sont conservateurs, mais ils sont conservateurs parce que c'est une profession qui est en crise, et on n'arrive pas à recruter. Et donc ça, il faut interroger tout ça. Notre capacité d'absorption qui est nécessaire, elle est limitée par aujourd'hui qu'on n'arrive pas à recruter, qu'on recrute sur des niveaux aussi qui sont beaucoup plus faibles globalement. Il faut vraiment avoir une vocation pour être enseignant, etc. Voilà. Là aussi, ça pourrait donner un autre débat, mais on ne va pas le faire maintenant, mais on peut en reparler après. Concernant les paliers d'âge, parce que je pense que c'est important d'en parler, et des paliers de temps, je vais ajouter un autre élément. Donc l'UNESCO recommande de ne pas exposer trop tôt les enfants à l'IA. L'année dernière, on a eu le rapport PISA produit par l'OCDE qui dit voilà, en fait, être exposé au numérique, c'est bien, mais en fait, on sait que à 1 heure par jour, ça produit des effets positifs, enfin 1 heure par jour de contenu d'enseignement, hein, pas voilà, ça c'est la vie, après ce sont le loisir, mais en tout cas ça peut produire des effets positifs sur les apprentissages et sur le niveau des élèves, mais trop, ça, c'est délétère pour les apprentissages. Donc ça pose quand même pas mal de questions. Déjà, est-ce qu'il faut préserver les enfants jusqu'à un certain âge, et d'ailleurs lequel ? Alors, effectivement, cette partie-là est une partie pensée déjà par l'UNESCO et publiée en 23. Une recommandation a été faite avant 13 ans. Je vais rapidement, mais avant 13 ans, pas d'usage des IA génératives en classe, donc dans les situations d'apprentissage. Évidemment, ça vaudrait aussi à la maison. Alors, la raison est relativement simple, c'est que l'élève est en train de se construire, et un humain apprend au contact d'autres humains, et il a besoin de l'altérité, et donc de construire sa propre pensation au contact d'autres humains. S'il est exposé à une machine qui lui dit toujours « t'es un génie, t'es un champion, et vraiment t'es trop intelligent », et on renvoie ça à une sorte d'effet narcissique que vous avez tous expérimenté en utilisant des IA génératives, on va complètement biaiser le développement du jeune public, en fait, du jeune enfant. Donc il faut absolument qu'il soit préservé de ça, qu'il soit exposé à d'autres humains, à des livres, à des temps qui sont dans son espace réel, et pas du tout dans un objet numérique. En revanche, après, il faut vraiment accélérer, parce qu'après, il va être exposé dans le cadre des médias, des réseaux sociaux, de ces pratiques sociales à ces services-là. Et là, il faut qu'il soit suffisamment aiguisé pour ne pas subir et mettre ça aussi à distance, et pour avoir des usages aussi intelligents avec ces services-là. C'est-à-dire que je suis pleinement d'accord avec ce que tu disais juste avant. On n'est ni dans une zone toute blanche, ni dans une zone toute noire. On est dans une zone grise d'incertitude actuelle qu'il faut qu'on assume, qu'on accepte. C'est le monde tel qu'il est actuellement. Pas tel qu'on pourrait y résister, pas tel qu'on pourrait se dire béat d'admiration devant la technologie, mais c'est le monde des élèves qui évolueront avec des métiers aussi qu'il faut pourvoir pour répondre aux besoins du pays. Donc pas trop tôt, ça c'est très clair, et il vaut mieux effectivement qu'un élève soit face à un livre que face à du numérique. Et il y a plein de pratiques qui sont posées par les chercheurs, je pense à Tricot notamment, mais plein d'autres, qui stipule où est-ce que le numérique, André Tricot, voilà, du CNESCO CNAM, qui stipule en quoi le numérique est utile. Alors évidemment, un cas hyper simple, c'est l'handi-accessibilité. Mais par exemple, pour lire, pour comprendre une lecture, la science dit que le mieux, c'est de le faire sur un livre. Donc il faut arrêter de se poser des questions existentielles. La science dit que pour apprendre à lire, il faut le faire face à un livre. Et pour pratiquer de la géométrie dynamique, évidemment que le numérique sera plus utile. Pour collaborer, coopérer, faire des exposés interactifs, etc., évidemment que le numérique sera plus utile. Donc on se fait piéger avec des questions générales. Y a-t-il trop d'écran à l'école ? Question générale qui répond, la bonne réponse est en maternelle. Moi, je veux bien qu'on m'amène tout de suite dans les écoles où il y a trop d'écrans à l'école. Je pense que c'est beaucoup à la famille, que le ministère de la Santé s'en empare. Le ministère de l'Éducation a autre chose à faire que de répondre à ces questions complètement déviées, en fait. Mais qui répondent bien, qui font plaisir à la presse, en fait. Mais qui sont très peu pertinentes dans le sens des pratiques. Moi, j'ai rien demandé. Mais il y a une commission écran l'année dernière au ministère de l'Éducation. Donc, c'était assez intéressant du reste. Quand on vient de la classe, en fait, on sait bien que, allez, si une classe est exposée 1 heure sous le contrôle du prof sur un contenu validé par le professeur, c'est pas vraiment là qu'il y a déviance. Par contre, que les familles reçoivent une petite campagne hyper assumée par un ministère, ça aurait du sens, parce que clairement, il y a trop d'écrans, mais c'est pas à l'école. Donc, il y a une notion de progressivité quand même.
Oriane Ledroit. Enfin, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en effet, il faut vraiment distinguer les usages en famille, parce que en fait, il y a une forme de peur panique sur les écrans, mais à l'école, c'est pas un sujet. Enfin, en tout cas, c'est pas le sujet. C'est dans les foyers, y compris parce que en fait, nous-mêmes adultes, on a des pratiques qui sont très récréatives, qui sont pas contrôlées, et qu'en fait, le principe d'un enfant, c'est le mimétisme. Donc en fait, c'est surtout dans les foyers, et avec des grosses inégalités entre des parents capables d'expliciter, d'avoir des usages pour eux-mêmes, qui sont conscients, distants, critiques, qui sont donc capables de transmettre à leurs enfants cette vigilance-là, et des parents qui sont, pardon de le dire comme ça, mais en galère, voire même, et c'est des analyses qui sont assez intéressantes, notamment par la sociologue Dominique Pasquier, voire même vont considérer les écrans comme finalement une forme d'outil pour atteindre la réussite scolaire de leurs enfants. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas capables d'accompagner les enfants dans la scolarité, et donc vont se dire, eh ben, avec un écran, avec un ordinateur, une tablette, un smartphone, ils vont avoir accès au savoir que je n'ai pas. Et donc, peut-être qu'ils vont mieux réussir. Donc, il faut avoir en tête vraiment, c'est vraiment dans les familles, avec des inégalités très fortes, que le sujet se pose. Et même dans la question, enfin, même dans les usages familiaux, j'étais hier avec les équipes de Grégoire Borst, qui dirige le LabCID, donc un laboratoire sur les sciences cognitives, neurodéveloppement, etc., qui était dans la commission écran, avec un certain nombre de chercheurs, épidémiologistes, chercheurs en sciences cognitives, en développement, en neurodéveloppement, etc. Même dans les usages familiaux réservés au foyer, c'est très compliqué, notamment pour des épidémiologistes, de donner à voir une corrélation, voire une causalité, entre des usages des écrans, notamment par les parents et a fortiori par les mères, quand par exemple elles vont donner à manger à des enfants ou des bébés, et par exemple le niveau d'attachement ou de détachement entre cet enfant et ce parent. Donc il faut vraiment, enfin, la science sur ces sujets-là, c'est une science qui est en train de se construire, qui est pleine de richesses, et les messages simplistes qu'on entend beaucoup aujourd'hui, parce qu'en fait, y compris parce que en fait, c'est bien plus simple de s'attaquer à une forme de surexposition à l'école que de s'attaquer à des géants du numérique qui, comme le disait Axel, et vraiment à juste titre, en fait, nous imposent leur modèle et leur façon de, et même nous imposent leur stratégie commerciale. Et par ailleurs, et je vais le dire assez directement, c'est aussi bien plus facile pour l'élite parisienne, écolo, pardon de le dire comme ça, je suis assez provocatrice, mais c'est à dessein, qui va voir l'impact environnemental du numérique à juste titre, mais va voir un risque sur le fait de surexposer ces enfants-là, etc., quand ils ont de toute façon les moyens d'avoir des modes de garde, d'avoir des livres à la maison, des bibliothèques remplies, une capacité à éduquer, à accompagner l'enfant vers l'apprentissage, la distance critique, etc., que des enfants qui des parents ou des familles qui, de toute façon, galèrent dans leur vie. Donc, pardon de le dire, mais vraiment, il faut faire très attention à ça. La science, et ce que disait Axel, la science sur des usages pédagogiques, et c'est ce que je disais en introduction, c'est ce que nous, on porte, et moi, je serais jamais, enfin, je serais pas à la tête de ces associations si on me faisait dire autre chose. C'est pas toute la technologie, c'est pas n'importe quand pour n'importe quoi, et c'est surtout pas la technologie qui se suffit à elle-même, ça c'est certain. Mais on sait aussi qu'une exposition raisonnée, réflexive, voilà, des parents qui sont un peu plus distanciés, même si je trouve que c'est quand même difficile de maîtriser, et on a beau avoir plein de diplômes et tout, enfin, on est quand même tous un petit peu embarqués dans le numérique d'une manière peut-être un peu trop massive en termes d'emploi du temps, etc. En tout cas, pour les enfants, même après à l'adolescence, par exemple, quand ils auront moins de livres, ils ne sont pas outillés pareil du fait de ce substrat culturel, et c'est la grande différence sociale qui se rejoue à chaque génération, dont on sait qu'elle a un impact extrêmement important sur les résultats scolaires des élèves. Alors, on a parlé d'esprit critique. Je crois que c'est très important pour les éditeurs d'éducation, parce que le livre, c'est ce qui nous permet d'avoir à la fois
un rapport très intime au texte, à la fois de la distance. C'est une éducation à l'esprit critique déjà en soi que de lire, que ce rapport au livre. Alors ça peut être des textes de statut assez différents. Aujourd'hui, les enjeux concernant l'esprit critique, on l'a dit, sont très très forts, avec une école qui est censée assurer l'éducation à l'esprit critique, mais c'est pas facile. Et puis, il y a beaucoup de tâches différentes. Quel rôle vous pouvez jouer là maintenant pour cette éducation ? Vaste question. Je voudrais... Grande responsabilité. Tout à fait. Alors, je voudrais revenir sur un point. Tout à l'heure, il a été dit que avec le numérique, les élèves et les enseignants, les manuels numériques n'avaient plus accès justement à la page 48. Alors, et rappeler quand même que nous avons accompagné la transformation du manuel imprimé vers le manuel numérique. On ne l'a pas provoqué. Hein. On a en France plusieurs régions, peut-être certains ne le savent pas, qui ont fait le choix d'équiper les élèves de lycée exclusivement de manuels numériques. Voilà, comme la région Grand Est dont on a parlé. Voilà, tout à fait. Donc, ce petit rappel étant fait, je vais aussi reprendre un point qui a été dit, la considération aussi écologique, hein, les IA, alors peut-être de bobos parisiens, mais n'empêche que les IA, ça consomme énormément d'énergie, ça entraîne un impact écologique vraiment tellement important que des sociétés comme Microsoft, Google et maintenant Amazon envisagent de construire leurs propres réacteurs nucléaires. On en est là. Donc, quand même, c'est pas, c'est une préoccupation. Et à côté de ça, on peut se dire qu'un livre, quelque chose d'imprimé, a une empreinte écologique bien moindre. Donc, voilà aussi pour remettre le livre à sa place et l'imprimer. Bien qu'on ait pris le temps de le dire, oui. Voilà. Quant à l'esprit critique, il y a différentes façons de le développer en classe avec les enseignants. On en a parlé, ça consiste à utiliser en classe avec les élèves des IA génératives pour produire des contenus, pourquoi pas sur des sujets qu'ils connaissent eux-mêmes très bien, afin de leur permettre de constater par eux-mêmes les biais, la génération de réponses toujours différentes, le rôle qu'ils vont avoir pour trier, développer, argumenter à partir de ces contenus. Et on a déjà des auteurs de manuels scolaires, et monsieur en est un, mais chez nous, on a quelqu'un qui s'appelle Michael Bertrand et qui propose d'ores et déjà des activités pédagogiques pour les enseignants, afin de leur permettre, avec les élèves en classe, de développer cet esprit critique dont ils ont évidemment besoin. Et de mettre à distance toutes les facilités que peuvent représenter la génération de textes, pour commencer, que proposent les IA génératives, notamment parce que quand ils vont être évalués, quand ils vont être en situation d'examen, eh bien, ces élèves ne disposeront plus de ces outils, ne pourront plus s'appuyer dessus, et donc il faut bien qu'ils sachent naviguer entre le devoir à la maison, où oui, ils vont pouvoir être assistés par une IA, malheureusement, ou heureusement, si l'enseignant, lui, va être en mesure de proposer justement un exercice à partir de ce qu'aura généré une IA générative. Un exercice finalement de réflexion critique sur la production de l'IA générative. On me dit qu'on n'a pas beaucoup de temps et moi j'ai une grande question et peut-être s'il y a une question dans la salle, mais rapidement, donc s'il y a une question dans la salle, c'est maintenant ou jamais, faut se manifester très vite, sur la créativité. Est-ce qu'il faut demander aux élèves de produire des contenus qu'une IA pourrait pas du tout concevoir et changer toutes les consignes, enfin peut-être pas toutes les consignes, mais voilà. Et donc ça exige d'inventer à la fois des exercices, des consignes, voilà, c'est pas une dissertation comme ça, et en même temps, pour eux, c'est peut-être une opportunité de faire d'autres choses. En fait, l'IA, comme on l'a dit, c'est un soutien aux apprenants et comme aux enseignants, mais c'est aussi, ça nous pousse, nous, chacun, autant les apprenants que les enseignants,
dans nos retranchements de nos compétences humaines. Donc quand on fait des manuels, donc pareil, on va mettre de la créativité, on va avoir des idées, on espère avoir des idées que d'autres n'auront pas. D'ailleurs, c'est pour ça, comme ça, qu'on arrive à avoir des manuels qui sont acquis par les profs, mais aussi du côté des élèves, oui, on ne peut plus demander le même type de devoir à la maison, parce qu'on ne peut plus demander juste un devoir qui serait purement de restitution, et il faut pousser à autre chose. Alors, sachant que l'IA est quand même capable de choses assez créatives, donc on peut... Moi, j'ai fait un bot avec tous mes cours, tout ça, et on a testé donc, un dialogue entre un économiste keynésien et marxiste, ou un économiste qui pense que les marchés financiers sont efficients ou pas efficients, et le dialogue, il ressort. Et avec, en plus, avec des sources qui sont dans mes cours, donc c'est pas mal. Donc on peut travailler dessus. Mais à partir de là, en fait, c'est quand même, on a un texte, un générateur de texte qui est quand même assez uniforme, et on n'aura pas forcément des idées très très originales. Donc on peut. Alors je sors la deuxième couche de ma question. Est-ce qu'il faut valoriser le plaisir de faire et le plaisir de produire quelque chose par soi-même? C'est pas évident. On n'est pas avec le désir de répondre à toutes les demandes de ses professeurs, mais ce serait un changement en fait pour l'école et l'éducation, de dire voilà, vous allez produire quelque chose de très imparfait, et d'ailleurs on va peut-être pas l'évaluer pareil, mais pour vous ça va être intéressant de le faire. Mais je pense qu'on a des exercices, donc alors c'est pas du tout conservateur ce que je veux dire, mais des exercices classiques comme la dissertation, qui sont pas des exercices de restitution, c'est des exercices de réflexion où on apprend à poser des questions. Moi, ma première, quand je fais l'apprentissage de la dissertation, c'était avant au lycée, et après, moi je commençais par cette phrase de Bachelard, toute connaissance, c'est une réponse à une question. Et on commence par ça, quelle est la question qu'on se pose? Il y a un problème. Quel est le problème? Et donc ce problème-là, souvent, moi, quand je vais sur une IA, c'est tout plat. En fait, on voit pas. On a un plan qui est tout plat, les avantages, les inconvénients, bilan, perspective. Enfin, il y a des recettes, mais on va pas. On n'aura jamais une intention derrière qui sera vraiment de poser un problème pour apporter une réponse derrière. Et donc là, oui, on va trouver peut-être du plaisir à cette dimension de créativité, et ça nous pousse dans nos retranchements. Ouais. Alors moi, je fais vraiment dans ce sens-là. Et c'est le mot de la fin, parce qu'après, je vais vraiment me faire gronder. Hein. Attention. En très rapide, c'est clair qu'il est impératif d'évoluer sur la manière d'évaluer, sinon on est condamné à évaluer des robots. Et donc, c'est évidemment pas l'intention d'un professeur. Et clairement, il faut effectivement tirer nos élèves vers des compétences de haut niveau, et qui sont celles de coopération, de créativité, de production. Donc, toutes les compétences qui peuvent être automatisables le seront par les machines. Toute révolution industrielle qui a su automatiser quelque chose à décharger l'humain de cette tâche-là, en détruisant des emplois bien plus qu'ils n'en créent d'ailleurs. Mais donc nous, on doit préparer les élèves à ça. Et donc clairement, dans les pyramides des apprentissages, ce sont des compétences de haut niveau. Donc tout ce qui sera juste du répétitif, du perroquet humain et pas stochastique là sur un modèle, est condamné à disparaître, clairement. Donc il faut vraiment qu'on tire les élèves vers le haut et qu'ils coopèrent. Et après, qu'on leur fasse confiance, qu'on ne soit surtout pas défaitiste. La génération à venir, on doit juste l'équiper, lui donner les clés de l'avenir, et elle fera sans doute mieux que la génération qui est en charge du monde actuel. Merci beaucoup, et merci pour cet optimisme, et merci pour la qualité de votre attention.